On a recensé sur la planète environ 9000 espèces d'oiseaux. Elles sont souvent très différentes en taille, en forme et en couleur, mais sont toutes issues de la même stratégie évolutive. Il y a 160 millions d'années, chez ces descendants des reptiles, les membres antérieurs se sont modifiés et transformés en ailes. En donnant aux oiseaux le pouvoir de voler, les ailes leur ont permis de coloniser tous les milieux. Au sein du règne animal, les oiseaux sont répartis en 24 ordres. Chaque ordre est divisé en familles, subdivisé en genres et chaque genre en espèces. Pour des raisons de morphologie, de régime alimentaire, de milieu, il n'y a pas trop de choses en commun entre des oies d'Égypte, un guépier, un barbican à tête rouge, un couple de pluviers, une outarde ou une pintade vulturine. Quant à celui-ci, il n'a quasiment aucune préoccupation commune avec les autres. Le manchot s'inscrit indiscutablement dans la classe des oiseaux. Il en a le bec, les plumes et même les ailes qui, à l'évidence, ne sont plus faites pour voler. Pour pêcher les anchois, le manchot s'éloigne sans problème d'une 50aine de kilomètres des côtes. Il peut nager aussi vite que les poissons et a une excellente flottaison naturelle. Il est si sûr de son adaptation aquatique qu'il lui arrive de dormir dans l'eau. Mais le manchot reste quand même un oiseau et il retourne sur terre pour nicher. Paradoxalement, c'est par son plumage que le manchot s'éloigne le plus de la condition d'oiseau. Ses ailes n'ont pas de pennes remiges, les plumes solides par lesquelles l'oiseau s'appuie sur l'air. En fait, tout son plumage est uniforme, à la différence de tous les autres oiseaux. Son corps est recouvert tout entier des mêmes plumes courtes, aplaties, placées très près les unes des autres, comme des écailles. Quand il mue, qu'il entretient son plumage, c'est pour s'assurer qu'il aura toujours un manteau imperméable pour aller nager. Décidément, ces préoccupations ne sont pas représentatives du monde des oiseaux. Tout au contraire, ces grands voiliers qui regagnent les falaises où ils nichent après avoir parcouru en une journée plus d'une centaine de kilomètres peuvent être considérés comme emblématiques de leur classe de vertébrés. Ce sont des cormorans, des oiseaux universels qu'on trouve pratiquement sur toutes les côtes du monde. De tous les animaux, les oiseaux sont sans doute ceux qui apportent le plus de fantaisie dans leur apparence. Tout est dû à leur plumage, mais rien dans cet ornement n'est gratuit. Chaque détail, chaque plume conditionne un comportement, un rapport à l'autre, à son milieu, influe sur ses choix stratégiques. Dans les marais d'Amérique du Sud, l'ibis rouge doit rêver parfois d'un plumage plus discret, qui lui éviterait la convoitise des chasseurs. C'est sans doute pour une autre raison, mais qui nous est inconnue, que le bel oiseau rouge s'accouple parfois avec un ibis blanc. Pour l'heure, il met de l'ordre dans ses plumes. C'est la grande occupation des oiseaux. Quand ils ne sont pas en train de manger, ils sont toujours à leur plumage. Avec leur bec, qui semble décidément être pour eux ce que la main est à l'homme, tous les oiseaux remettent en place une à une chacune de leurs plumes. Un acte simple, mais la clé de toutes les stratégies, la clé du vol. Pour toutes les espèces, le vol est un exploit au quotidien. Il a supposé des adaptations physiologiques communes à tous les oiseaux. Chez tous les oiseaux, quelle que soit leur taille, leur plumage, leur morphologie, la coupe transversale de l'aile a toujours la forme d'une goutte. La différence porte sur le plan de l'aile et sur le type de battement mis en œuvre.
La plupart des petits oiseaux ne sont pas assez puissants pour utiliser les vents. Ils doivent donc produire leur force motrice et adoptent le vol battu. Dans le vol battu, l'air est dirigé vers le bas, puis élevé vers le haut. Pour se soutenir et progresser dans l'air, l'oiseau doit répéter ce mouvement plus ou moins vite en fonction de son espèce. Ces martinets peuvent atteindre ainsi sur de courtes distances la vitesse incroyable de 160 km/h. Certains n'ont pas eu ou ont perdu cette capacité à voler qui fait pourtant l'essentiel de la qualité d'oiseau et conditionne toute sa stratégie. Ces nandous américains appartiennent comme l'émeu et l'autruche à la catégorie des ratites, des oiseaux volumineux aux longues pattes et malgré leurs ailes, incapables de s'envoler. Pour toutes les espèces, la stratégie alimentaire est conditionnée par les disponibilités du milieu et la morphologie plus ou moins spécialisée de l'espèce. Les petites cigognes noires qui vivent au bord de ce marais ont au moins deux particularités. D'abord, elles sont quasiment muettes, ce qui est rare chez les oiseaux. Mais surtout, elles ont un bec très particulier qui leur a valu leur nom. Ce sont des becs ouverts. En observant le bec de ces oiseaux, on constate effectivement que les deux mandibules ne se rejoignent qu'à leur extrémité, ce qui laisse entre elles, par endroits, un espace de quelques millimètres. Le bec ouvert cherche des mollusques ou des escargots pour exploiter sa particularité anatomique. Le bec de ces cigognes est un véritable outil à tout faire. Il leur permet de casser les coquilles, de piquer les mollusques ou de séparer les deux valves d'un coquillage. Les buffages vivent sur la peau des mammifères ongulés et se nourrissent de leurs parasites. Chacun trouve son compte dans cette association. C'est ce qu'on appelle la symbiose ou le mutualisme. Non seulement le piquebœuf pratique une sorte de toilette sanitaire de son hôte, mais il joue aussi à l'occasion un rôle de sentinelle. Une fois encore, on constate que la morphologie de l'oiseau est parfaitement adaptée à sa stratégie alimentaire. Le bec joue un rôle essentiel dans la stratégie alimentaire des oiseaux. On peut quasiment, par sa simple observation, déduire quelle est la nourriture de l'espèce. Chez ces taningas roux, ce bec qui ressemble à une véritable dague lui permet d'éperonner littéralement ses proies. Non seulement les calaos ont un bec volumineux, mais ils savent s'en servir. Avec ce formidable outil de préhension, ils savent décortiquer n'importe quel fruit à coque. La famille des calaos compte une petite cinquantaine d'espèces. Ceux-là sont des calaos à joues argentées. Quand ils vocalisent, c'est pour communiquer d'un couple à l'autre, pour s'informer d'un danger ou d'une opportunité. La stratégie des prédateurs ailés s'appuie avant tout sur leur acuité visuelle hors du commun. Chez les oiseaux de proie, la partie antérieure transparente de la cornée est plate, alors qu'elle est courbe chez l'humain. Avantage, une mise au point permanente sur l'ensemble d'un champ visuel lui-même à haute définition. Car la rétine des oiseaux comporte 2 à 5 fois plus de cellules photoréceptrices que la nôtre. De plus, chez le rapace, les yeux ne sont pas disposés sur le côté, mais de face, ce qui lui assure un champ binoculaire et une remarquable évaluation des distances. Comme ce héron Goliath, le plus grand héron du monde, beaucoup d'oiseaux ont choisi de vivre dans les zones humides. Une option assez logique. Non seulement les régions lacustres et les marais mettent les oiseaux à l'abri d'un grand nombre de prédateurs, mais elles leur offrent en plus une multitude d'opportunités alimentaires. Voilà sans doute l'oiseau le plus étonnant qu'on puisse trouver dans les marais,
le bec en sabot. C'est un oiseau rare, dans tous les sens du terme. Il ne survit que dans des zones reculées et très limitées en Ouganda et en Tanzanie. L'oiseau, qui mesure plus d'1 mètre, se caractérise avant tout par son énorme bec, qui lui mange littéralement la moitié de la tête. En observant ce bec attentivement, on constate qu'il est armé à son extrémité d'un crochet. Il va permettre au bec en sabot de harponner ses prises et de les ingurgiter à une vitesse diabolique. L'ombrette met à profit l'apparition d'une flaque d'eau pour employer la technique qu'elle utilise d'habitude dans les marais ou au bord des rivières. Sa stratégie est simple, déranger tout ce qui bouge dans cette eau opaque et compter ensuite sur sa vitesse d'exécution. Voilà un autre oiseau qui chasse lui aussi en aveugle dans les eaux sombres. C'est un ibis dental. Cet échassier a un nom impropre. Il n'appartient pas du tout à la famille des ibis, mais à celle des cigognes. L'ibis dental se contente d'immerger son bec à moitié ouvert. Si une proie passe à proximité, il la détectera au toucher, car ses mandibules sont équipées de corpuscules tactiles. En comparaison, le flamand semble doté d'un bec beaucoup plus efficace, même s'il est contraint de l'utiliser à l'envers. On a daté du Crétacé, il y a 135 millions d'années, les restes fossiles d'un oiseau qui lui ressemblait beaucoup. La réussite des flamands tient à plusieurs options stratégiques retenues par l'espèce. D'abord, celle du groupe. On ne voit jamais de flamands seuls, sauf blessés ou malades. La vie en colonie permet de dissuader les prédateurs, d'accaparer littéralement le milieu et même de profiter du brassage permanent des boues pour optimiser la recherche de nourriture. Une colonie de flamands peut compter plusieurs centaines de milliers d'individus. Elle choisit toujours soigneusement l'endroit où elle s'installe. Ici, un lac alcalin du Kenya. Ce milieu saturé en sel ne convient pas aux autres espèces aquatiques. Et c'est la deuxième grande option stratégique de l'espèce, choisir un milieu dont ne veulent pas les autres. Elle évite ainsi toute concurrence et n'a plus qu'un seul souci, le taux de salinité des eaux. Si l'eau devient trop salée ou ne l'est plus assez, les micro-organismes que consomment les flamands peuvent disparaître. Et dans ce cas, les oiseaux sont privés brutalement de nourriture. C'est là la faiblesse de leur stratégie. Une spécialisation qui leur interdit de se rabattre sur une nourriture de substitution. Ils n'ont plus alors qu'un seul recours, s'envoler vers une nouvelle destination. Le décollage de la colonie paraît désordonné au départ, mais au fur et à mesure que les oiseaux atteignent leur vitesse de croisière, ils se positionnent en chevrons. Les chevrons se rapprocheront ensuite pour reconstituer la colonie en vol. Les flamands forment maintenant un véritable nuage. C'est le meilleur des choix. Une option stratégique efficace pour réduire la résistance à l'air et assurer la protection du groupe lors du vol migratoire. La migration est la plus audacieuse des stratégies animales. Elle concerne des milliards d'oiseaux. Elle obéit à des modalités différentes selon les espèces et les conditions climatiques du milieu.
mais se caractérisent toujours par le principe d'un vol aller-retour pour gérer des difficultés saisonnières. Pour atteindre leur objectif, et surtout revenir quelques mois plus tard à l'endroit d'où ils sont partis, les oiseaux se servent des astres pour boussole. Si les nuages leur cachent l'étoile polaire ou le soleil, ils se fient à leur sens magnétique, dont on n'a pas percé tous les mystères.